Nous allons voir la transmission du programme génétique de génération en génération. Tout d'abord, quelques rappels. Un homme est constitué de cellules. Certaines de ces cellules vont produire des cellules reproductrices et chez un homme, il s'agit de spermatozoïdes. De même, une femme est constituée de cellules et ces cellules reproductrices sont des ovules. Un spermatozoïde et un ovule peuvent se rencontrer et c'est ce qu'on appelle la fécondation, qui va aboutir à la formation d'une cellule œuf à l'origine d'un nouvel individu. On sait que dans chacune des cellules de l'espèce humaine, il y a 23 paires de chromosomes. On sait que la cellule œuf est donc constituée de aussi 23 paires de chromosomes dans son noyau. Alors la question que l'on peut se poser, c'est combien est-ce qu'il y a de chromosomes dans le noyau d'un spermatozoïde et d'un ovule? Pour ceci, on va observer des karyotypes. Un karyotype de cellule œuf est bien constitué de 23 paires de chromosomes. Alors qu'un karyotype de spermatozoïde, ici, on le constate, est constitué de 23 chromosomes, de même qu'un karyotype d'ovule. Donc on retient, chaque cellule reproductrice contient 23 chromosomes. Donc on sait maintenant que dans un spermatozoïde ou un ovule, il y a 23 chromosomes. Donc la question que l'on peut se poser, c'est comment est-ce qu'à partir de cellules contenant 46 chromosomes, on peut produire des cellules reproductrices qui, elles, ne contiennent que 23 chromosomes. Au départ, on observe une cellule. Dans son noyau, on peut constater qu'il y a des chromosomes simples. Ces chromosomes vont se dupliquer, c'est-à-dire que chacune des chromatides va se copier. On observe ainsi des chromosomes doubles. Puis, au hasard, les chromosomes vont se répartir dans les noyaux des cellules, on sépare les paires, et on obtient ainsi des cellules qui ne contiennent qu'un seul chromosome double de chaque paire. Ensuite, chaque chromosome va se séparer en deux, et on obtient des cellules reproductrices qui possèdent des chromosomes simples, un seul chromosome simple de chaque paire. La répartition des chromosomes lors de la formation des cellules reproductrices est liée au hasard. Si l'on étudie cet individu qui est de groupe sanguin A et de rhésus plus, qui a comme allèle pour le gène groupe sanguin un allèle A, un allèle O, et pour le gène rhésus un allèle moins et un allèle plus, si l'on étudie ces différentes combinaisons possibles pour les noyaux de ces spermatozoïdes, eh bien on observe qu'on a plusieurs possibilités. La première étant par exemple un chromosome qui porte un allèle A du groupe sanguin et un chromosome qui porte un allèle moins du rhésus. Une autre possibilité peut être un chromosome qui porte un allèle A et un chromosome qui porte un allèle plus. Une autre possibilité peut être un allèle O sur le chromosome du groupe sanguin et un allèle moins pour le rhésus. Enfin, on a une dernière possibilité qui est constituée d'un chromosome qui porte un allèle O et d'un chromosome qui porte un allèle plus. On a donc au total 4 possibilités du fait de cette répartition au hasard. De même pour cet individu qui est de groupe sanguin B et de rhésus plus, qui possède pour le gène du groupe sanguin un allèle B, un allèle O, et pour le gène rhésus un allèle moins, un allèle plus, eh bien il y a différentes possibilités de noyaux d'ovules. Par exemple, un chromosome qui porte un allèle B avec un chromosome qui porte un allèle moins, ou un chromosome qui porte un allèle B et un chromosome qui porte un allèle plus, ou un chromosome qui porte un allèle O et un chromosome qui porte un allèle moins, ou encore un chromosome qui porte un allèle O et un chromosome qui porte un allèle plus. On obtient là encore 4 combinaisons possibles de noyaux d'ovules du fait de la répartition au hasard des paires de chromosomes. Donc on retient, lors de la formation des cellules reproductrices, les chromosomes d'une paire génétiquement différente se répartissent au hasard. Les cellules reproductrices produites par un individu sont donc génétiquement différentes.
En effet, comme la formation des cellules reproductrices est liée au hasard de la répartition des paires de chromosomes, eh bien, si l'on calcule les nombres de possibilités de formation des noyaux pour un individu pour ces cellules reproductrices, on constate qu'on a pour chaque individu 8 millions de possibilités. On peut en déduire que chaque spermatozoïde ou ovule formé par un individu est unique, génétiquement unique. Alors, on avait vu que les cellules reproductrices possédaient 23 chromosomes. Or, on sait que la cellule œuf en possède 46. Donc, la question que l'on peut se poser, c'est comment est-ce que la fécondation permet de rétablir le nombre de chromosomes de l'espèce? Un spermatozoïde contient des chromosomes simples, un seul chromosome par paire, de même qu'un ovule. La fécondation étant la fusion des deux noyaux de spermatozoïdes et d'ovules, va permettre d'obtenir à nouveau des paires de chromosomes, un chromosome qui provient du spermatozoïde et un chromosome qui provient de l'ovule. On rétablit ainsi le nombre de paires de chromosomes de l'espèce, puisque si le spermatozoïde en contient 23, l'ovule 23 aussi, et bien 23 plus 23, on obtient bien 46 chromosomes. On retient la fécondation en associant pour chaque paire de chromosomes un chromosome du père et un de la mère rétablit le nombre de chromosomes de l'espèce. Chaque individu formé par la reproduction sexuée est un individu qui est unique. On a vu comment la formation des cellules reproductrices en faisant intervenir le hasard permettait une unicité des cellules reproductrices puisqu'on a 8 millions de possibilités pour chaque individu. On va voir maintenant comment est-ce que la fécondation permet elle aussi de rendre chaque nouvel individu formé unique. Pour ce faire, on va tracer un tableau de croisement, c'est-à-dire que l'on va reporter l'ensemble des noyaux des spermatozoïdes possibles d'une part et d'autre part l'ensemble des ovules possibles pour les paires de chromosomes étudiés, pour les deux individus que l'on a étudiés. Ensuite, dans chacune des cellules, on va effectuer la fécondation, c'est-à-dire la fusion donc du noyau du spermatozoïde de la ligne avec le noyau de l'ovule de la colonne, ce qui nous donne par exemple ceci pour le premier cas. Et puis on poursuit ainsi de façon à obtenir l'ensemble des noyaux de cellules œufs possibles pour ces deux individus, pour ces deux paires de chromosomes étudiés. Ensuite, eh bien, on va se reporter aux relations entre les allèles. Et par exemple, pour le premier cas, on a pour la paire de chromosomes du groupe sanguin un allèle A, un allèle B. Pour le rhésus, on a un allèle plus et un allèle moins. A et B étant codominants, il sera donc du groupe sanguin AB. Et de rhésus, sachant que plus est dominant sur moins, de rhésus positif. Donc il sera AB+. Et on poursuit ainsi à partir de ce que l'on sait sur les relations entre les allèles, c'est-à-dire que A est dominant sur O, B est dominant sur O, et AB sont codominants. Le rhésus plus est dominant sur le rhésus moins. Ensuite, on va pouvoir calculer la probabilité d'avoir un enfant possédant un certain type de caractère. Alors ici, par exemple, on peut étudier le caractère AB. Donc on a 4 possibilités de fécondation qui donnent un noyau à l'origine d'un individu AB. Sur un ensemble total, on compte toutes les cases que l'on a dans notre tableau de 16 possibilités. Donc on fait un petit calcul qui est 4 divisé par 16, on obtient un quart, donc 0,25, soit 25% de chance pour ces deux individus étudiés d'avoir un enfant de groupe sanguin AB. Chaque individu issu de la reproduction sexuée est donc un individu génétiquement unique. Dans notre schéma de départ, donc le fait que la formation des cellules reproductrices fasse intervenir le hasard par le biais de la répartition des paires de chromosomes, et le fait que la fécondation, là aussi, fasse intervenir le hasard par une fusion au hasard des deux noyaux de spermatozoïdes et d'ovules pour former une cellule œuf, eh bien on obtient 64 millions de possibilités pour cette formation de cellules œufs à partir de deux mêmes individus, ce qui fait que tout individu issu d'une reproduction sexuée
est unique, mis à part bien sûr le cas des vrais jumeaux qui sont issus en réalité de la même cellule œuf.